Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'écouter Lise et Michel. Je connais très mal le sujet des équipes mobiles et donc du coup je le connais bien mieux maintenant. Euh, alors, en fait, l'innovation numérique, dans le cadre de la problématique des équipes mobiles, on pourrait imaginer bien sûr que on va pouvoir faire de la psychiatrie mobile à la vitesse de la lumière, quoi, en fait, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a vécu quelque part pendant le confinement quand on a réalisé des téléconsultations. Alors, ce sujet, bien sûr, est extraordinairement important parce que nous sommes déjà rentrés dans une ère de psychiatrie numérique. Je vais juste vous donner un exemple, hein, et cette ère de psychiatrie numérique nous dépasse, nous, cliniciens. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la plupart des adolescents qui ont des problèmes de sommeil, ils vont voir des vidéos d'ASMR sur YouTube et ça marche. Et le truc, c'est que la plupart des collègues ne savent pas ce que c'est que l'ASMR. C'est complètement fou. Et quand on en parle dans les consultations, en fait, on a même des trucs, il est hyperactif, il a du mal à dormir, etc. Oui, d'accord. Alors je lui dis, tu sais, il y a un truc qui s'appelle la SMR. Et alors, et l'ado il se marre, il dit, oui, mais j'ai déjà essayé, c'est pas trop mon truc. Et là, les parents se retournent et disent, mais ah bon, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que t'essaies sur Internet, etc. Il y a vraiment un soin numérique, en particulier utilisé pour les problèmes d'insomnie, qui sont utilisés par une tranche d'âge générationnelle. C'est fascinant. Alors vous me direz, c'est quoi la SMR, hein? C'est des gens qui gagnent de l'argent en projetant des vidéos sur YouTube. Alors, par exemple, ils enregistrent le bruit de quelqu'un qui brosse les cheveux de quelqu'un d'autre. Et ça pendant des minutes. Ou alors, ils coupent une tranche de gélatine avec un couteau. Et ça fait un bruit. Et ce bruit, en fait, a une action, de mon point de vue, quasi hypnotique, hein, et qui fait que ça relaxe et que ça aide à dormir. Alors, on commence à avoir tout juste quelques papiers de la littérature internationale qui étudient ce phénomène. Or, en fait, les problèmes d'insomnie, que ce soit chez l'adulte ou chez l'adolescent, c'est un problème majeur. On sait très bien que c'est très difficile de traiter les insomnies. Et là, on a un soin gratuit, sans effet indésirable, mais naturellement complètement mal évalué. Voilà, donc du coup, la question du numérique en psychiatrie, elle est déjà là. Elle est déjà là, et nous, on est un peu à la ramasse, quoi. Donc de l'importance de se poser la question. Alors, on a de la chance, en fait, il y a un sociologue qui a écrit un bouquin, c'est Xavier Briffaut, qui est sociologue au CNRS, qui travaille beaucoup dans le domaine de la psychiatrie, qui a écrit un bouquin qui est sorti l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Psychiatrie 3.0. Et donc je vous le conseille, parce que il est en français, c'est de la chance, et il fait une revue de la littérature extrêmement détaillée de tout le domaine de ce que pourrait devenir la psychiatrie 3.0, et puis il apporte son regard de sociologue sur cette question. Alors d'ailleurs, c'est plus de la santé mentale 3.0 que de la psychiatrie 3.0, mais ça c'est une autre histoire. Alors, et bien sûr, ma présentation va beaucoup porter sur le contenu de son livre. Alors, déjà, ce que dit Xavier dans ce bouquin, c'est que non seulement il existe des interventions numériques en psychiatrie, mais il existe même des sites internet de guides pour se repérer dans les interventions numériques sur internet. Par exemple, le guide qui s'appelle Cyberguide, Psyberguide, et donc PSYBER guide, G-U-I-D-E, vous tapez ça sur Google et vous tombez sur un site qui vous explique en fonction de tel type de thérapie, tel type de trouble, quels sont les sites qui ont recueilli le plus de bonnes appréciations et qui auraient des données, enfin qui seraient un peu evidence-based. On va revenir. Alors, cliquons sur Cyberguide. Et déjà, on a, et c'est intéressant, alors on a un panel de thérapie, TCC, entraînement cognitif. Entraînement cognitif, c'est un peu comme ceux qui, Dr Kawashima sur la Nintendo, c'est-à-dire des applications pour stimuler le fonctionnement cognitif, en particulier pour les personnes âgées. De la psychiatrie positive, de la psychologie positive, de la mindfulness, de la psychoéducation. Et c'est surtout en fait des TCC, de la mindfulness et de la psychoéducation.
Donc on a ces portes d'entrée par type de soins, et puis on a des portes d'entrée par type de pathologie, troubles du comportement alimentaire, dépression, schizophrénie, TOC, phobie, syndrome de stress post-traumatique, et stress, anxiété, et en fait c'est surtout stress, anxiété, et troubles du comportement et dépression, excusez-moi, où il y a beaucoup d'applications. Alors, premier champ du numérique, des interventions, alors je vais dire numériques, je ne vais pas appeler ça des psychothérapies, parce que vous me voyez venir, c'est un peu compliqué, mais de prise en charge de troubles appelés troubles psychiatriques, hein, puisqu'on a troubles du comportement alimentaire, dépression, schizophrénie, etc. Alors là aussi, est-ce qu'on parle de psychiatrie ou pas? On va y revenir tout de suite. Hein. Faites par Internet. Premier champ. Deuxième champ du numérique qui est évident, c'est l'évaluation et le suivi de symptômes. C'est-à-dire, vous avez maintenant en ligne, en général, c'est des questionnaires qu'on utilise nous pour la recherche, hein, qui sont disponibles en ligne. Et donc, vous tapez « Est-ce que je suis dépressif ?» sur Google, et vous avez plein de sites où vous cliquez sur le premier, et puis vous avez le Beck Depression Inventory, donc une échelle de dépression, qui est en fait mise comme ça, et donc vous cliquez « Est-ce que j'ai du mal à dormir? Est-ce que je pense à la mort? Est-ce que... etc., etc. » Et puis à la fin, si vous avez plus de 15 à l'échelle de Beck, on vous dit ah, attention, vous êtes à risque de dépression. Si vous avez plus de 25, on vous dit oh là là, attention, c'est sévère, il faut aller consulter. Et puis vous avez donc des outils, des applications de suivi de symptômes, c'est-à-dire pour des gens qui ont un trouble obsessionnel compulsif, il va y avoir une application sur un smartphone qui va demander, un petit peu comme on fait en thérapie cognitivo-comportementale, on va faire un agenda des symptômes. Et puis on va avoir une représentation graphique du suivi, quels sont les jours où ça va mieux, les jours où ça va moins bien, etc. etc. Donc tout ça, ça existe déjà. Hein. Tout ça, ça existe déjà. Alors, donc il y a ça sur Cyberguide, mais sur Cyberguide, il n'y a pas la SMR. Vous voyez, c'est comme s'il y avait le dark numérique sur Internet. Il y a le numérique qui a pignon sur rue, et puis vous avez en fait YouTube, où vous avez, alors là, c'est le Far West, c'est-à-dire vous avez plein de personnes qui donnent des conseils, qui font de l'hypnose, qui font de la SMR, etc. Et on est dans le champ de la santé mentale numérique. Hein. Donc c'est le bazar. Alors bien sûr, comme c'est le bazar, la première question qu'on se pose, c'est, mais alors est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est valide? Alors là, en fait, il commence à y avoir des études pour évaluer ces soins. Et il commence même à y avoir des articles de revues de la littérature sur l'évaluation de ces soins, et même des méta-analyses. Et ça dans des grandes revues, parce que les grandes revues, elles savent que c'est un sujet d'actualité, et donc notamment il y a un papier dans Nature, donc Nature c'est méga revue, 2019, qui étudie, qui prend du recul, et qui se demande, mais finalement, tous ces trucs-là, est-ce que ça tient la route ou ça tient pas la route? Alors d'abord, il y a, alors bien sûr, il y en a très peu, on a tendance à dire c'est pas évalué, etc., on ne sait pas ce que ça vaut, c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai parce qu'il y a des prises en charge comme ça, des thérapies en boîte, quoi, hein, et qui bénéficient d'essais thérapeutiques randomisés, et même de plusieurs, et qui sont publiés dans des revues internationales à comité de lecture, et qui montrent que c'est efficace. Alors c'est efficace, là, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est efficace chez qui? Parce qu'en général, ces études sont faites sur... il y a le recrutement, vous savez, dans une étude, les critères d'inclusion, c'est capital. Là, les recrutements sont faits par Internet, puisque ce sont des prises en charge par Internet. Les recrutements sont faits par Internet, et donc, en fait, vous vous auto-déclarez dépressif ou anxieux. Alors, il y a un questionnaire, hein, mais c'est vous qui répondez au questionnaire. Il n'y a pas d'évaluation clinique, bien sûr, de l'état pathologique. Alors, pas toujours. En général, il n'y a pas d'évaluation d'état clinique. Mais on voit même des applications sur des patients qui sont hospitalisés pour dépression. Donc, on voit, là aussi, c'est difficile d'avoir un discours tranché, parce qu'on a tout. On a des applications mal évaluées, on a des applications avec des essais randomisés qui comparent des sujets, c'est-à-dire l'idée, on envoie des messages sur les forums et les réseaux sociaux, on dit voilà, vous vous trouvez déprimé, on vous propose de participer dans un essai randomisé.
on vous tire au sort, ou gratuitement vous avez la manip, et puis si vous ne l'avez pas, vous faites partie du groupe contrôle, mais si vous faites partie du groupe contrôle, dans 3 mois, vous aurez l'application gratuite. On appelle ça la liste d'attente. Et comme ça, mais comme c'est gratuit, et que normalement c'est payant, les gens sont d'accord, et donc on peut faire des essais randomisés qui coûtent pas cher en réalité, qui coûtent pas cher. Et donc ces essais sont publiés, et ces essais souvent sont positifs. Alors, néanmoins, c'est la minorité. C'est vrai, c'est la minorité. Ces essais sont faits en général par des startups qui voient là qu'il y a une possibilité de gagner une quantité d'argent colossale. Parce que, vous êtes au courant, en France, il y a 10 000, 20 000 psychothérapeutes, on ne sait pas exactement, ça dépend quelle source d'information on prend. J'ai calculé que si on prend les données épidémiologiques des troubles rien que des adolescents, et des enfants, enfants adolescents. On regarde les prévalences des troubles psychiatriques, on regarde ce que l'evidence-based medicine dit pour soigner ces troubles, et vous savez qu'en pédopsie, le soin numéro 1, c'est les psychothérapies. Il faudrait que tous les psychothérapeutes français ne s'occupent que des enfants et des adolescents. C'est-à-dire que, en fait, on a même si c'était remboursé, etc., on n'a pas assez de psychothérapeutes en France pour pouvoir prendre en charge tous les patients qui en ont besoin. Voilà. Et ce n'est pas de sitôt qu'on en aura assez. Donc du coup se pose la question de l'accès aux soins et l'électronique est une façon extraordinaire d'avoir accès aux soins. C'est l'électronique, Wikipédia et tout ça, ça permet une généralisation à l'infini des possibilités. Et donc, du coup, il y a des startups qui se rendent compte qu'il y a une quantité d'argent colossale à gagner parce que même en faisant payer 50 € une prise en charge qui en fait va leur coûter rien du tout, si vous avez 1 million de personnes, ça fait 50 millions d'euros. Donc du coup, vous avez des investisseurs qui mettent de l'argent pour qu'il y ait des études randomisées, et il y en a. Alors, c'est sur une minorité d'applications, on est bien d'accord, mais ça existe. Alors, que dit le papier de Nature? Il dit, c'est pas si mal que ça. Il y a quelques applications qui sont évaluées, mais la plupart, c'est vrai, sont pas évaluées. En fait, le papier, il dit, c'est evidence informed et pas evidence based. C'est-à-dire, en fait, la plupart des applications utilisent des concepts, en général des thérapies cognitivo-comportementales, et puis transforment ça en des thérapies faites par un outil virtuel. Donc ça repose sur des bases qui sont evidence-based, mais le soin en lui-même, en général, n'est pas evidence-based. Alors, il y a des méta-analyses, et les méta-analyses disent que finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. L'efficacité, surtout contre une absence de soins, c'est-à-dire une liste d'attente, la taille d'effet est comparable à des thérapies de faible intensité. Alors bien sûr, il y a une critique. Est-ce qu'il est légitime de prendre comme bras contrôle quand on évalue un soin comme ça une liste d'attente, puisqu'on sait que sur les listes d'attente, les gens en général sont frustrés de ne pas être dans le soin, donc ils sous-estiment, ils majorent leurs symptômes sur les critères d'évaluation. C'est une critique classique. Mais encore une fois, là, ces méta-analyses sont assez bien faites parce qu'elles disent oui, d'accord, c'est pas parfait, mais attendez. Attendez, d'abord ces soins sont récents, donc comme ils sont très récents, en gros 10 ans quoi, comme c'est très récent, en fait il y a peu d'études et c'est normal, et puis vous savez, en fait ça coûte cher, et donc où est l'argent? Alors bien sûr, il y a des financeurs qui financent des startups, mais c'est une minorité, et donc où trouver l'argent pour évaluer ces nouvelles prises en charge? Et puis en plus, finalement, est-ce que les essais randomisés, c'est toujours pareil, est-ce que les essais randomisés sont les meilleurs outils pour évaluer ce type de soins? Puisque la question se pose aussi pour l'évaluation des psychothérapies, vous êtes au courant. Et donc finalement, en fait, et puis bien sûr, ils enfoncent le clou en disant, oui mais enfin vous savez, quand on évalue la fluoxétine dans la dépression, quand on regarde les méta-analyses, c'est pas si simple que ça d'être sûr que les antidépresseurs marchent dans la dépression de l'adulte. Pourtant, on y a investi des milliards d'euros. Et entre nous, dans la dépression de l'adolescent, la question elle est encore pire. Donc du coup, oui, c'est pas très bien évalué, mais le reste n'est pas très bien évalué. Même quand il s'agit des médicaments.
Voilà. Alors voilà ce qui concerne la validité. Alors j'avais commencé à dire oui, mais validité pour quel patient? Et c'est là que, bien sûr, pour nous, l'enjeu est majeur. C'est que comme en général le recrutement se fait sur Internet, ben, sur Internet vous avez des patients qui, s'ils ont des troubles, sont des troubles légers à modérés. Et là je crois que il y a un vrai consensus pour dire que l'immense majorité de ces applications numériques sont surtout intéressantes pour des troubles légers à modérés. Or bien sûr, nous, ben, on est quand même plus sensibles aux troubles sévères, puisque c'est ceux-là qui vont nous poser le plus de problèmes. Sauf que, ben, comme j'imagine que vous êtes comme tout le monde, nous recevons de plus en plus de demandes, y compris pour des troubles légers à modérés, ben, c'est vrai que s'il y a des applications numériques qui peuvent décharger les consultations de ces patients-là, en ayant une réponse plus minimaliste, ben, ça serait toujours bon à prendre. Voilà. Alors, néanmoins, comme je vous le disais, il y a des applications qui ont même testé quand même l'efficacité de ces prises en charge numériques sur des patients hospitalisés pour dépression, donc même pour troubles sévères. Mais c'est une toute petite minorité. Voilà pour la validité. Alors, donc, des thérapies officielles et officieuses, et puis, bien sûr, alors des évaluations en ligne, et puis de la documentation. Et ça, on l'oublie, mais c'est juste évident. Et ça, bien sûr, vous y êtes confrontés depuis 10, 20 ans, depuis qu'il y a Internet. Depuis qu'il y a Internet, vous avez des patients et des familles qui arrivent en consultation et qui disent « J'ai regardé sur Internet, je pense que mon fils est hyperactif parce que quand je lis les symptômes, c'est exactement lui. » Et vous avez remarqué que ça a changé complètement la relation médecin-malade. C'est qu'avant, nous avions les critères des pathologies. Nous avions nos représentations des maladies. On pouvait dire, avoir un discours d'autorité, vous savez, il a cette pathologie. Maintenant, la plupart des familles, parfois arrivent déjà avec en tête des idées de soins, voire même des idées de traitement, et moi ça m'arrive souvent. En fait, quasiment, j'ai en face de moi des parents qui me demandent de prendre un psychostimulant pour leur enfant. Et le travail de la consultation, ça va être de tout déconstruire le diagnostic et déconstruire la demande de médicaments. Et ça, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc la documentation, bien sûr, pour le meilleur et pour le pire, ça peut être pour le pire, mais aussi, bien sûr, pour le meilleur, c'est qu'on a des patients, on a des familles de patients qui font eux-mêmes le diagnostic qui n'avait pas été fait par le système de soins. Et donc c'est un progrès. Alors voilà, premier point sur le numérique. Alors après, deuxième point, bien sûr, il y a la télémédecine. Je dis bien sûr la télémédecine parce que dans la télémédecine, il y a la téléconsultation et nous avons tous, avec notre gré ou contre notre gré, été confrontés à la question de la téléconsultation depuis un peu plus d'1 an. Mais la télémédecine, ce n'est pas que la téléconsultation, c'est aussi la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance, et moi je vais rajouter pour la psychiatrie la télésupervision. Alors, la téléconsultation, alors d'abord c'est quelque chose de très ancien. Ça fait plus de 50 ans qu'on fait de la téléconsultation, en particulier en psychiatrie. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où c'est indispensable, et les Australiens ont été des précurseurs là-dedans, parce que vous avez des fermes en Australie où, quand vous êtes malade, le médecin doit venir en hélicoptère. Et donc, bien sûr, vous imaginez le coût que ça représente en termes de temps médical et en termes de ressources financières. Et donc, très tôt, les Australiens ont développé la téléconsultation avec des protocoles et des évaluations. Alors, en médecine en général, on a, notamment à cause de la question des déserts médicaux, en particulier en chirurgie et pour l'imagerie, on a développé des protocoles de téléconsultation que je trouve intéressants pour nous, parce que par exemple en imagerie, ce qui se passe, c'est que vous avez par exemple dans un long séjour, où c'est très difficile de faire bouger les patients, et où il n'y a pas d'échographiste sur place, on va acheter un échographe, on va former ou un médecin généraliste ou un infirmier à utiliser la sonde, et la téléconsultation, ça va être dans son cabinet, le radiologue va dire à l'auxiliaire de santé,
va poser la sonde là, bouger là comme ça, etc., pivoter, etc. Et le radiologue va voir à distance l'échographie. Et ça, c'est une question. Et ça, c'est très important pour beaucoup de collègues qui font de la téléconsultation à l'origine, hein, en médecine somatique. On n'envisageait pas la téléconsultation telle qu'elle s'est faite lors de l'épisode Covid, c'est-à-dire utiliser Zoom, ce qu'on est en train de faire, pour consulter le patient à son domicile. C'était pas ça du tout. C'était vraiment extrêmement. Il y avait un cadre d'entretien très strict, avec la présence d'un soignant en face du patient. Je trouve ça très intéressant. Et les collègues, ça a été étudié là, à l'Académie de médecine, il y a eu un groupe de travail sur la relation médecin-malade où on a eu beaucoup de réunions avec des collègues qui font de la téléconsultation depuis longtemps, où le fait qu'il y ait un auxiliaire médical près du patient pendant la téléconsultation est quelque chose d'important. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir parce qu'on peut imaginer des structures de soins pédopsychiatriques démédicalisées. D'ailleurs, entre nous, ça existe déjà parce qu'il y a une pénurie de pédopsychiatres. Hein. Il y a des CMP sans pédopsychiatre. Hein. Je pense que tout le monde est au courant. C'est un drame, mais c'est comme ça. Et ça va peut-être pas aller en s'arrangeant. Et donc, le fait qu'il y ait la possibilité de faire une téléconsultation alors que le patient est au CMP avec un ou une infirmière, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui et qui a un véritable potentiel. Alors, téléexpertise, pareil. Hein. Puis, donc, je disais télésupervision. Il y a en ce moment à Lyon Nicolas Georgiev qui est en train de repenser la structuration de son pôle de pédopsychiatrie. Et dans les séances de remue-ménage, comme on dit chez les Québécois, de brainstorming, il a été suggéré que dans des équipes qui seraient en particulier démédicalisées ou alors avec peu de médecins, qu'il puisse y avoir une télésupervision avec des pédopsychiatres qui seraient âgés, voire retraités. Et donc, ils seraient chez eux, et puis, donc, une fois par semaine, une fois par mois, il y a une supervision à distance pour essayer de soutenir les équipes. Et je trouve ça aussi extrêmement créatif et avec, finalement, quelque chose qui coûte pas cher, qui repose sur des ressources existantes et qui peut vraiment aider les équipes de façon substantielle. Donc voilà pour la télémédecine. Alors vous me direz, oui mais alors quand même, une téléconsultation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie, c'est pas pareil qu'une consultation en vrai. C'est dégradé. Alors la réponse c'est oui et non. C'est oui et non. Et alors d'abord, on l'a tous vécu et on peut en discuter de notre retour d'expérience, hein, mais ça a été étudié. Ça a été étudié par un sociologue français, Mathieu Fritz, qui a écrit un papier en 2018, les téléconsultations en santé mentale. Il a fait une série d'études qualitatives où il a interrogé, en fait c'est une start-up qui fait de la téléconsultation déjà depuis 10-15 ans auprès de nos compatriotes expatriés. Vous avez des Français qui sont à l'étranger, qui sont en Inde, en Chine, et le jour où ils ont un problème psychiatrique, c'est très compliqué de se faire soigner à cause de la barrière culturelle, et il faut trouver en plus un psychiatre qui soit francophone. Et donc ils ont mis de la téléconsultation payée par les boîtes. Et il y a quelques collègues qui faisaient aussi de la téléconsultation de pédopsychiatrie. Et Mathieu Fritz a étudié le retour et a dit que finalement les collègues trouvaient qu'il y avait du bien et du moins bien. Du bien et du moins bien, parmi le bien, il y avait que pour certains patients, c'est plus facile de s'exprimer face à une caméra que s'exprimer face à un thérapeute en chair et en os. Voilà. Et en fait, ça, on l'a retrouvé avec beaucoup de collègues lors des épisodes de confinement. On a eu des collègues qui ont dit, en fait, mes patients m'avaient jamais dit ce qu'ils m'ont dit à ce moment-là parce qu'ils se sentaient chez eux. Alors, autre point, on voit des personnes qu'on voyait jamais. Par exemple, le conjoint. Alors en pédopsychiatrie, par exemple, les papas. Il y a beaucoup de papas qu'on ne voit jamais. Quand on fait de la téléconsultation, si on l'a fait dans un créneau le soir, le papa est là. Et donc, on peut parler au papa. Donc, il y a comme ça des... et puis, alors, même des choses qu'on n'imagine pas. Mais en fait, lors de la téléconsultation, le médecin se sent plus en sécurité. Alors, il y a du bien et du moins bien, on est bien d'accord. Hein. Il se sent plus en sécurité... Parce que d'abord, vous êtes au courant que beaucoup de médecins se font agresser. Alors, il y a des agressions physiques, mais c'est rare, mais c'est des agressions verbales. Et je suis sûr que ça nous arrive, à nous aussi.
hein, c'est-à-dire des épisodes de tension. Alors, ça fait partie de notre métier de gérer ces situations de tension, c'est vrai, puisque cette tension, cette agressivité, c'est un symptôme et on peut s'en servir dans l'entretien, d'accord, c'est vrai, mais il faut reconnaître aussi que c'est épuisant. Et que, lors des séances de téléconsultation, il y a le clinicien est un peu plus à distance et finalement il est plus à l'aise, il est moins émotionnellement impliqué et parfois ça peut l'aider à comprendre mieux, à être au plus proche du discours plutôt que des émotions. Et ça peut être intéressant. Alors bien sûr il y a des inconvénients qui sont évidents, mais je vais y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie, et je vois que le temps passe donc je vais accélérer, pour déconstruire les problèmes que peuvent poser le numérique. Alors, il y a eu aussi des études d'évaluation dans la littérature internationale. Hein. J'ai un article de revue, International Review of Psychiatry, de Pete Yellow-Lees, sur la téléconsultation en psychiatrie, qui dit que ça a été évalué, que c'est pas, il y a des intérêts et des inconvénients, mais que il y a un intérêt potentiel. Et un intérêt potentiel que j'avais pas tiqué, c'est que il y a maintenant des logiciels de traduction automatique, et que quand on a un patient qui parle pas la langue, et plutôt que d'avoir un interprète ou de ne pas en avoir et de mal se comprendre, la traduction automatique peut aider. Voilà, et que dans l'avenir, ça sera encore plus facile. Donc ça, c'est ce qui existe. Alors, très rapidement, je vais vous dire ce qui pourrait exister, et puis encore plus rapidement, comment nous, il faut qu'on se positionne par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait exister? Alors, ce qui va exister juste demain, c'est la e-santé connectée. C'est-à-dire, vous avez un smartphone, et puis bientôt on aura des montres. Déjà, il y a plein de gens qui ont des montres connectées. Hein. Et ces montres ou ces smartphones, ça capte le mouvement en 24 heures sur 24. Donc votre sommeil, comment vous dormez, et bien sûr en psychiatrie, le sommeil, c'est un symptôme majeur. Vos mouvements, et dans la dépression, le mouvement c'est crucial. Le nombre d'appels que vous recevez, est-ce que ce sont des appels que vous recevez toujours de la même personne? Est-ce que c'est vous qui appelez ou est-ce que c'est on vous appelle? Donc vous imaginez tout au niveau des relations sociales, ce qu'on peut avoir à partir de ces informations. Et puis on va analyser la voix, et la voix, l'intonation de la voix, et même le contenu sémantique des mots. Aujourd'hui, on a des outils, regardez ce que fait Google, hein. Et on a des outils qui permettent de savoir dans la voix si on est triste, si on est ralenti, si on est, s'il y a une labilité émotionnelle, etc., etc. Et puis, bien sûr, l'analyse des tweets et des posts sur Facebook. Et donc, alors, on va avoir une mine d'informations qui va être susceptible d'être analysée, puisque maintenant on a l'intelligence artificielle. Hein. Bon, ça veut dire que ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on a des ordinateurs qui peuvent analyser ça. Et on va avoir, alors certains sociologues, Xavier Briffaut dit, on va avoir de nouveaux dispositifs orthétiques, c'est-à-dire que c'est comme, quand on est paraplégique, on a un fauteuil roulant. Quand on a un handicap psychique de cognition sociale de type autistique, on va avoir une application qui va dire « Ah, attention, tu es en train d'écrire ce post sur Facebook, attention, il peut être interprété comme ça, peut-être que tu devrais le reformuler différemment. » Et ça, c'est un dispositif orthétique qui supporte un handicap. Alors, on va avoir aussi, alors le médecin va avoir alors je vois, il y a sur le poste, la e-consultation peut-elle être vraiment confidentielle? C'est une très bonne question, j'aurais dû l'aborder, surtout en pédopsie. On a eu des problèmes, hein, c'est clair, on a eu des problèmes où quand on voulait faire des entretiens avec des adolescents seuls, on n'était jamais sûr que les parents n'écoutent pas par la porte. Et on a eu des adolescents qui nous ont dit ça, qui ont fait comprendre par les gestes qu'ils étaient embêtés pour répondre. Donc oui, je suis d'accord, il y a un problème de confidentialité en pédopsychiatrie, c'est complètement vrai. Alors, donc je reviens à ce que je disais, on va avoir, et ça existe déjà pour les cardiologues, vous savez, les cardiologues, il y a des pacemakers qui sont connectés, et le cardiologue a en temps réel chez lui un tableau de bord du fonctionnement cardiaque de ses patients. Et on va avoir ça avec la e-santé mentale connectée. On va avoir comment il a dormi, comment il a parlé, est-ce qu'il a eu beaucoup de contacts, est-ce que c'était mieux hier, avant-hier, est-ce que c'est mieux le week-end, la semaine, etc., 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 etc. Et puis,
ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le patient qui va être évalué comme ça. Il y a les médecins, nous aussi, on va analyser notre voix, etc. Et nous aussi, on va avoir une intelligence artificielle qui va nous dire ben oui, mais là, oh, tu sais, là, tu es agressif en ce moment, là, tu es tendu, là, tu n'es pas à l'écoute, là, tu vas trop vite, là, tu ne le laisses pas parler, là, etc. Alors, ça peut être bien, hein, mais vous voyez tout de suite que on commence à déraper. Et puis, ben, on peut déraper de plus en plus. Hein. On peut déraper dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui vont avoir ces données. Ben, l'administration, alors, parce que ça, vous allez dire, c'est anonyme, et ça va être des données agrégées. On va avoir aucune donnée sur un patient donné. On va avoir la patientèle du docteur machin. Globalement, ben, ils sont plus raplapla, ils dorment moins, etc., etc., etc. Ben, donc, le docteur machin, il est moins bon que le docteur truc. Et puis le médico-légal. C'est-à-dire, si ça se trouve, eh ben, un juge, un jour, prendra toutes ces informations et dira « Mais vous aviez connaissance du fait qu'il allait plus mal, c'était objectif puisque c'était l'intelligence artificielle qui... Et vous n'avez rien fait et il se suicidait, donc vous êtes responsable et coupable. » Voilà, donc c'est là qu'on commence à voir que d'un côté, cette numérisation a un potentiel réel. De notre côté, il peut y avoir des dérapages réels, tout aussi bien. Et donc c'est là, et je vais conclure là-dessus, comment nous on doit se positionner par rapport à ça. Alors, et c'est une urgence parce que c'est là. Alors, premier point, je crois que d'abord, il faut s'approprier ces outils, il faut savoir comment ils fonctionnent. Et il faut lire le bouquin de Xavier Briffaut. Alors j'ai fait une sacrée pub, hein, mais voilà. Et puis il faut télécharger ces applications pour les tester. Et vous verrez que, en fait, en ce qui concerne les applications, on peut être mitigé. Il y a un intérêt, mais ça, bien sûr que ça ne remplacera jamais un psychothérapeute, bien entendu, surtout dans des pathologies sévères, bien entendu. Et on parle de plus en plus de psychothérapie augmentée, c'est-à-dire de psychothérapie avec un thérapeute, mais où il y a des séances virtuelles qui sont en plus. Et bien sûr, pour la téléconsultation, c'est pareil. Une première consultation ne peut pas être faite, et ça c'est dit dans les recommandations, en téléconsultation, sauf exception. Alors donc, appropriation. 2, hybridation. Il va falloir apprendre, parce qu'on risque de nous imposer les soins numériques, parce que c'est coût efficace. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'argent, ça dirige tout. Et donc, comme vous avez remarqué en ce moment, on nous impose à peu près tout. Hein. Et donc, si le numérique arrive, on va vous dire « Ah, vous êtes ringards, les psys, les pédopsies, voilà, vous avez peur du numérique, etc. » Ben, vous n'avez pas le choix. Et donc, il faut que on apprenne à hybrider, à dire ok, ça peut être intéressant pour ça, mais nous devons intervenir là. Et là, il y a un champ clinique complètement nouveau. Dans quelle mesure on peut hybrider? Et dans ce cadre-là, il faut que se pose la question, quelle est l'importance dans le soin du non numérique? Plutôt que de se demander quelle est la place du non numérique, il faut que nous nous posions la question de la place, de l'importance du non numérique. Avec notamment la question de la phénoménologie de la rencontre. C'est que, on se rencontre comme ça, là, et c'est bien, alors voilà, on a eu des problèmes, ça nous permet d'être ensemble, mais c'est quand même pas pareil, on est bien d'accord. Et effectivement, comme on dit toujours, si j'avais été à Limoges, ça serait mieux. Pourquoi ça serait mieux? Parce qu'il y a la question de la rencontre des corps. Voilà, même quand on ne se touche pas, et j'espère qu'un jour on se resserrera la main, hein, et se serrer la main en salle de consultation, vous voyez, même... Est-ce qu'on serre la main de nos patients? Moi, je m'amuse à serrer la main de mes petits patients, même quand ils sont enfants. Vous voyez, même à 5 ans, je leur serre la main. Je serre la main du papa et de la maman, je serre la main du tout petit, et alors ils me regardent, ah, il m'a serré la main, eh bien, il se passe quelque chose dans ce serrage de main. Voilà. Et donc, le fait que les corps soient en face, le fait que si je tends ma main comme ça dans la consultation, je pourrais les toucher. Je ne vais pas le faire, mais je pourrais le toucher, eh bien, c'est quelque chose. Et puis, il y a la question de l'autorité. Quand les corps sont en face, c'est plus facile d'être en position d'autorité quand les corps sont vraiment en face.
Alors vous me direz, ouais, mais l'autorité c'est ringard. Eh ben non. Dans la relation médecin-malade, en particulier dans la relation avec un... Oui, dans la relation avec un médecin, la question de l'autorité est centrale. Pourquoi? Parce que le médecin, dans nos sociétés, est une figure d'autorité. Il y a le serment d'Hippocrate, il y a le statut social du médecin. Alors c'est ringard de dire ça, mais c'est juste vrai. Quand d'ailleurs, vous savez, quand on va voir un psychiatre, c'est pas pareil que quand on va voir un psychologue. Tout le monde le sait. Enfin, quand on sait à qui correspond à quoi. Hein. Mais les patients, ils comprennent très vite qu'il y a une différence. Et derrière le mot psychiatre, il y a de l'autorité. Et l'exercice de l'autorité par le psychiatre, elle est plus naturelle quand on est en face à face que quand on est en visio. Alors, du coup, ça peut être bien de la visio aussi, parce que quand il y a moins d'autorité, il peut se passer plus de choses. Mais par moment, on a besoin d'avoir un rapport d'autorité avec les familles et avec les patients. Voilà. Et puis bien sûr, dans toutes les questions aiguës de prise en charge du trouble de comportement, etc., la visio, parce que justement, il n'y a pas cette position d'autorité, elle est beaucoup plus problématique. Donc vous voyez, j'arrête là-dessus, la question du numérique est une question fantastique. Parce qu'elle se pose aujourd'hui, là, et elle va se poser beaucoup demain, juste demain. Premier point. Deuxième point, elle peut nous aider. Elle peut nous aider, elle peut aider nos patients. Troisième point, elle rechallenge finalement qu'est-ce que notre pratique clinique. Voilà. Et c'est toujours bien de se réinterroger sur sa pratique clinique. Merci pour votre attention.